Alors j'ai intitulé cette causerie au Café Malongo, le membre fantôme, dans un élan créatif, et j'avais à peu près pas la moindre idée de ce que j'avais voulu dire, et donc je suis assez heureux de vous annoncer qu'en fait je pense que j'ai compris ce que j'ai voulu dire. Il m'a fallu faire un certain nombre de circuits et de chemin avant d'arriver à comprendre de quoi il s'agissait. Pour vous le dire rapidement, avant d'aller dans le gras de mon exposé, avant que ça se termine en repas, j'avais dans l'idée de travailler sur cette question des personnes qui se ressentent des comment on appelle ça, des petits, des fourmis, vous savez, des fourmillements dans les membres dont ils ont été amputés. Chose qui est un peu surprenante comme ça, de comment est-ce que ça fonctionne encore, la mémoire du corps. Et en fait, j'ai découvert, en repartant de ce que j'avais en tête ces derniers jours, que j'allais vous parler des rapports entre le traumatisme et le narcissisme, en fait. Parce que comme le disait Annick, j'ai pas mal travaillé sur le narcissisme. J'ai fait une thèse sur le moi idéal, c'est-à-dire la notion de narcissisme primaire, et j'avais dans l'idée que j'avais suffisamment repris l'articulation entre le narcissisme primaire freudien, le stade du miroir lacanien, les différentes implications, les différentes questions que les implications entre imaginaire et narcissisme posent. J'ai d'ailleurs, tu as oublié d'en parler, ça pouvait être intéressant. J'ai dirigé pour la revue du Cercle freudien à Quevoy un numéro qui s'appelle Imaginaire et narcissisme, où justement on a tenté avec les gens de ce numéro de faire un lien entre la théorie de l'imaginaire lacanienne et la théorie du narcissisme freudien. Et puis, je trouve que pour retravailler des questions, pour avancer dans les théories que nous propose la psychanalyse, il faut repasser par la clinique. Je pense qu'il n'y a pas moyen d'en trouver d'autres articulations ou d'en avancer d'autres maillons que de repasser par la clinique. Et j'ai à cette occasion pensé que, en vous parlant d'un cas de ce qu'on pourrait appeler peut-être une névrose traumatique, et encore je m'avance beaucoup, en tout cas d'un cas qui parle du trauma et de la question du trauma, je trouvais d'autres fils pour traverser ou reprendre l'élaboration du narcissisme. Et donc c'est ça que je vais vous raconter ce soir. Je vais vous parler d'une cure, donc, qui est celle d'une femme, qui a environ 70 ans, pas tous les jours qu'on reçoit des personnes qui ont déjà traversé la vie et qui viennent poser des questions à un psychanalyste. C'est une amie à elle qui me l'a envoyé, une personne que j'avais reçue il y a quelques années, qui ne venait plus me voir, qui avait arrêté. Et c'est quelqu'un qui se présente sous un aspect assez craintif, un peu, avec un regard très clair, bleu, inquiet, un peu malicieux, comme de s'animer un peu, d'une manière assez vive, une attitude assez hésitante, fragile. Parfois elle paraît même un peu désorientée comme ça. Elle ne se rappelle pas toujours par quelle porte il faut sortir de chez moi, il n'y en a pas 36. Et elle vient me parler de quelques angoisses qui sont revenues, me dit-elle. Et ce qui me surprend beaucoup, c'est que dès qu'elle commence à me parler, ça n'est pas une femme de 70 ans que j'ai devant moi, ou j'entends. C'est une petite fille, c'est une toute petite fille, enfin une petite fille, disons d'une dizaine d'années, qui me parle de sa mère. Et qui me parle d'une mère absolument épouvantable. Une mère, comme
cauchemar, envahissante, dévorante, hypochondriaque, qui a sadisé sa fille unique tout au long de sa vie, et puis qui, on pourrait ajouter enfin, est morte et enterrée, mais ce qui travaille un peu cette patiente, c'est qu'elle n'est jamais retournée au cimetière depuis qu'elle a enterré sa mère, jamais. Et elle s'inquiète un peu quand même de savoir dans quel état est la tombe. Elle voudrait bien aller voir à quoi ça ressemble, la tombe, mais elle n'a pas vraiment envie. Donc elle me demande en quelque sorte, c'est ce que je lui énonce au bout de quelques séances, de l'aider à tuer sa mère pour de bon, ce qui est à la fois surprenant et en même temps assez enthousiasmant, je trouve, ça me plaît bien cette idée. Et on décide de faire un petit temps de travail ensemble. Au bout de quelques mois, elle m'apporte 2 rêves. C'est ces 2 rêves dont je vais partir pour travailler quelques notions comme celle du trauma, donc du narcissisme et de l'imaginaire. Le premier rêve, c'est le suivant. Elle dit, j'arrive dans ma maison, la maison où j'habite, enfin je crois. C'est une grande maison, et au bout d'un moment, je découvre qu'une partie de ma maison ne m'appartient pas. C'est la maison des R. Alors je ne vous donne pas le nom précis, mais les R, c'est un patronyme qui est vraiment à une lettre près le mien. Et elle me dit, ce sont des amis. Elle, évidemment, c'est important peut-être de préciser qu'elle ne fait absolument pas le rapprochement avec mon nom en racontant ce rêve. Ce sont des amis, dit-elle, dont j'ai connu la femme jeune et qui a épousé M. R, psychiatre. Il se trouve que, et en plus elle ajoute, il se trouve que les parents de mon mari sont des amis des R. Donc vous voyez tout un réseau de choses autour d'une partie de sa maison qui ne lui appartient pas, qui appartiendrait au R. Deuxième rêve, quand on rêve de maison, ce sont des rêves consécutifs, c'est 2 rêves qu'elle raconte l'un à la suite de l'autre. Elle dit, je vais dans ma maison en Normandie. Ce n'est pas la maison que je connais, mais dans le rêve, c'est ma maison. Elle est très grande, assez sombre, avec des petites fenêtres. C'est une maison en pierre, un peu humide. Et une partie de la maison est occupée, et une partie n'est pas occupée, mais elle est meublée. Un jour, je vais dans la partie de cette maison qui n'est pas occupée, et j'apprends alors que cette partie ne nous appartient pas. Je ne sais pas qui me dit ça. Et j'apprends qu'il y a des gens qui habitent là. Je suis assez troublé. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai déjà fait ce rêve. Alors, ce qu'elle va associer à partir de ces 2 rêves, c'est des idées, des pensées autour de son fils unique, dont la compagne actuelle, possède une maison de campagne dans la même région que je trouve, les 2 maisons dont elle rêve, les deux maisons des 2 rêves. Et à partir de l'évocation de son fils, il vient de me raconter une histoire, un épisode particulièrement douloureux de sa vie. Et cette fois-ci, on n'est pas quand elle a 10 ans, ni aujourd'hui, on est quand elle a une vingtaine d'années. Avant de rencontrer son mari, donc elle était à l'université à cette époque-là, elle a fréquenté un groupe de militants du MLF, avec lesquels elle a milité quelque temps. Et en même temps, ça n'empêchait pas de rencontrer des jeunes gens. Comme elle était un peu jeune et inexpérimentée, elle se retrouve un jour enceinte et elle en fait part à ses camarades qui lui disent c'est simple, tu vas avorter. Tu vas aller voir le docteur un tel et tu vas avorter. Donc elle va voir le docteur, elle prend rendez-vous avec lui, il lui explique comment ça va se passer et il lui donne rendez-vous une semaine après.
Et elle arrive à la semaine suivante au rendez-vous avec le médecin pour lui dire qu'elle a réfléchi, finalement elle ne souhaite pas se faire avorter. Et à ce moment-là, le médecin lui apprend qu'il l'a avorté la semaine précédente. Elle n'a absolument pas du tout réalisé qu'elle avait subi une opération la semaine d'avant. Pas du tout. Elle découvre donc une semaine après qu'elle n'est plus enceinte. Quelques mois après, elle va rencontrer un homme et elle va l'épouser et elle aura un seul fils, ce qui n'est pas anodin pour la manière dont les choses s'enchaînent en ce moment, enfin au moment où elle vient de voir, c'est que ce fils vient d'avoir un enfant avec sa compagne, c'est une fille, et elle s'appelle Alix, qui donne le nom de la fille. Je trouve que par rapport à, si on envisage les choses sous un angle lacanien, Lix, désir, ça revient peut-être comme ça. Alors ce qui m'a intéressé dans cette histoire déjà assez passionnante, c'est évidemment la question du refoulement, ou en tout cas de quel est le mécanisme qui a abouti à ce qu'elle subisse une intervention dont elle a été totalement inconsciente pendant un jour. Comment est-ce que cet événement traumatique est resté en dehors de sa conscience et de son vécu pendant 8 jours? Alors pour ça, je vais reprendre un petit peu la théorie du trauma telle qu'on la trouve chez notre camarade hongrois Sándor Ferenczi. Je ne sais pas si vous avez pratiqué un petit peu le hongrois. Ici, vous en parlez un peu du hongrois un peu. Bon alors, pas... dans le texte, très bien. Donc vous savez sans doute qu'il faut différencier le trauma du traumatisme et que le trauma désigne non pas l'événement, c'est-à-dire en l'occurrence pas l'opération qu'a suivi cette femme, mais les répercussions internes qu'il y a eu dans son psychisme à partir de cet événement. Ce que désigne pour Ferenczi donc l'état de trauma, c'est un état de détresse complet, d'impuissance totale contre lequel aucun recours n'est possible. C'est tout à fait important chez Ferenczi de noter qu'il n'y a pas que la détresse qui compte, il n'y a pas que le ressenti, le vécu d'angoisse, il y a la certitude qu'aucun secours, personne ne peut venir vous secourir. Donc ça se présente vraiment comme une faillite de la croyance dans une aide possible, dans un secours possible de l'autre. On pourrait dire, avec Lacan par exemple, que ça correspond à une sorte de trou dans l'autre des soins, dans le grand autre des soins, c'est-à-dire dans la mer symbolique. Donc quelque chose comme ça qui est, tout d'un coup, c'est absent. Il n'y a plus de possibilité de compter là-dessus, ça ne vous soutient plus. C'est un trou. Pour Ferenczi, le trauma, il va chercher à lui donner une sorte d'origine un peu comme ça théorique, et qui va chercher du côté de la naissance. C'est-à-dire qu'il va situer le trauma comme un événement qui est d'emblée place l'enfant face à un changement radical d'atmosphère, dans un état de prématurité ou de prématuration complète, et dans lequel il ne peut absolument trouver en lui aucun secours, et qu'il a vraiment besoin là d'être complètement pris en charge en quelque sorte. Donc l'idée de Ferenczi, c'est de vraiment insister sur le fait que le trauma renvoie à une situation dans laquelle il est nécessaire de trouver un soutien, et s'il n'y en a pas, la sensation de trauma devient quoi? Devient un élément qui vient perturber l'organisation interne de l'enfant, qui vient, dit-il, dans un état de transe. L'enfant est dans un
état de transhystérique, dit-il. L'enfant confronté à cette situation traumatique va essayer de contrôler la situation en introjectant, en prenant en lui l'agresseur. Alors si c'est une personne, c'est un personnage, et si c'est un acte, c'est en essayant de se faire lui-même l'auteur de l'agression. Hein, c'est-à-dire qu'il va essayer de restituer ou de restaurer ce que Ferenczi appelle le langage de la tendresse, c'est-à-dire le langage de l'infantile pour Ferenczi. Le langage de la tendresse et le langage de l'infantile, c'est le langage de cette espèce de dyade mère-enfant dans lequel il y a de la sécurité. Si cette sécurité est trouée et détruite par le trauma, alors la solution va consister à introjecter, c'est une forme d'identification très archaïque, c'est une des 3 formes d'identification que désigne Freud, introjecter l'agresseur, il s'identifie à l'agresseur, ce qui fait qu'on aboutit à ce que Ferenczi désigne dans son article quasiment son dernier article, vous savez, cet article très connu qui s'appelle Confusion de langue entre les adultes et l'enfant. Donc la confusion désigne la coexistence au fond à l'intérieur du psychisme de l'enfant de 2 langues, la langue de la tendresse qui a été mise en danger et la langue de l'adulte, la langue dite pour Ferenczi de la passion. Donc il y a la langue de l'adulte qui a cette caractéristique, elle, la langue de l'adulte, d'être dans l'ambivalence, c'est-à-dire que l'enfant introjecte en lui, elle s'identifie à l'adulte avec sa culpabilité, c'est-à-dire que on peut penser que le pédophile qui abuse d'une fillette ou éventuellement, en l'occurrence peut-être, je ne sais pas, le médecin qui a été opéré cette jeune femme qui ne se rendait absolument pas compte de ce qui lui arrivait, éprouve des sentiments mélangés, à la fois une sorte d'agressivité, une sorte de culpabilité, et quelque chose comme ça qui est introjecté par l'enfant, c'est-à-dire qu'à la fois il s'identifie à la haine de son agresseur et à la fois il s'identifie à la culpabilité de son agresseur, les deux à la fois. Et ça fonctionne d'un l'intérieur du psychisme, et ça tient à la fois sous la forme d'une espèce de confusion, mais ça ne rend pas l'enfant fou dans la mesure où c'est séparé, où ça fonctionne à travers grâce au mécanisme du clivage, dont Freud parle beaucoup, dont Ferenczi parle beaucoup aussi, c'est-à-dire que c'est seulement le clivage qui permet que ça fonctionne comme ça. Donc, voilà une première piste comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette idée que le trauma nous apporte et comment ça peut éclairer ce cas? On peut penser que finalement cette femme a réussi d'une certaine manière à restaurer une sorte de vécu de son corps non traumatisé, enfin d'avant le traumatisme, en faisant en sorte que alors là, d'une manière tout à fait massive au fond, c'est que elle refoule ou elle clive la réalité de telle sorte que la réalité de ce qui lui est arrivé dans son corps, le fait qu'elle ne soit plus enceinte, elle arrive à ne pas le vivre, elle arrive à l'intérioriser tout en le mettant tellement loin qu'elle ne peut absolument pas en prendre conscience. Une espèce de clivage extrêmement puissant comme ça, qui peut peut-être expliquer comment est-ce que c'est possible, ce qu'elle raconte, comment est-ce qu'elle a pu vivre une chose pareille. Alors, bon, cette identification à l'agresseur, au fond, alors est-ce qu'elle est en elle, quelque part, loin? Bon, vous allez voir que ça revient à la fin, cette histoire d'identification à l'agresseur. Donc, la réalité est clivée, elle se conforme finalement au commandement surmoïque de ses compagnes du MLF, elle obéit sans le savoir à son médecin qui l'avorte, et donc à la fois elle nie la réalité de cet acte et de son agression. Bon. C'est donc un trou auquel elle donne
auquel elle oppose au fond une sorte de bouchon qui est quoi? Alors là, ce que j'ai pensé en même temps, c'est que ça ne suffisait pas de traverser Ferenczi comme ça, il fallait essayer de voir un peu comment ça s'articule chez Freud aussi, cette histoire du trauma. Parce que si on parle du narcissisme, alors est-ce que c'est avec son narcissisme, avec un narcissisme primaire, qu'elle restaure son corps et qu'elle elle bouche le trou? Est-ce que c'est ça? Donc au fond, est-ce qu'il s'agit de ce qu'on pourrait appeler un mécanisme du type primaire, c'est-à-dire de l'hallucination, au fond, c'est-à-dire est-ce qu'elle hallucine un corps comme celui qu'elle avait auparavant? Est-ce qu'elle est dans un phénomène, au fond, d'hallucination qui masque la réalité du trauma? Aussi bien, comment est-ce qu'elle fait pour boucher l'absence totale de secours évidemment qu'elle ressent, parce que c'est pas ses compagnes qui vont l'aider, sa mère, comme vous vous en doutez, n'est absolument pas la personne vers laquelle elle peut se tourner, ni l'homme de l'époque avec lequel elle n'a pas eu vraiment de sentiment amoureux. Il n'y a personne, quoi. Il n'y a absolument personne. Donc cette détresse-là, qu'est-ce qu'elle en fait, comment est-ce qu'elle l'a fait disparaître de son esprit pour se retrouver stupéfaite 8 jours après lorsqu'on lui apprend qu'elle a été avortée à son insu. Donc pour passer chez Freud, je repasse chez Freud avec Lacan, c'est-à-dire que il me semble que dans la théorie du signifiant lacanien, il y a énormément de choses qui viennent du premier Freud, qui, moi, est une période de Freud que je retravaille beaucoup en ce moment parce que je trouve que c'est extrêmement riche. C'est tout ce qu'on trouve dans la période de 1894 jusqu'en 1900, en fond, toute la période de l'auto-analyse avec Fliss, et toute la période des manuscrits, et puis l'esquisse, le projet d'une psychologie scientifique. Et on trouve, il me semble, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, une véritable source de la théorie du signifiant lacanien dans ces textes. Et on va voir comment ça peut éclairer, encore une fois, par un autre biais encore, cette histoire de traumatisme et narcissisme, comment ça fonctionne. Donc, la théorie que propose Lacan du trauma, c'est une théorie qui va faire entendre à travers son néologisme donc de traumatisme. C'est-à-dire, donc, il y a quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qui est rompu, qui fait une sorte de réel comme ça, on pourrait dire, qui fait trou dans ce qui soutient l'enfant dans son existence, qui est une absence, non pas une absence de la mère, mais une absence dans la mère. Dans la mère, il y a quelque chose qui devient défaillant, quelque chose qui entraîne donc cette espèce de détresse extrêmement puissante, et que la solution que pour Lacan que va donner l'enfant consiste à venir boucher ce trou avec une identification à l'objet du désir de la mère. C'est ce que, pas reprendre toute la théorie de Lacan là-dessus, mais c'est-à-dire que l'enfant n'a pas d'autre solution pour Lacan que de chercher à comprendre qu'est-ce qui va pouvoir lui garder le désir de la mère, donc chercher l'objet du désir de la mère auquel il va s'identifier, et en s'identifiant, il rentre, on pourrait dire, dans la structure du signifiant, puisqu'en même temps, il devient à la fois l'objet et en même temps, il est articulé dans le désir de sa mère, et lequel désir lui échappe, et donc il rentre dans une trame signifiante que vous connaissez comme étant le mécanisme dit de métaphore du nom du Père. En cherchant à retrouver quelque chose qui lui échappe, il s'aliène dans un nouveau système qui
qui fait passer d'un circuit, on pourrait dire avec Ferenczi, d'un langage de l'infantile ou du narcissisme, au langage de l'adulte, au langage d'un sexuel qui ne serait pas le sexuel infantile. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait repérer chez Freud, cette organisation langagière. Parce que si on lit les textes de Freud qui datent avant l'esquisse et autour de l'esquisse, jusqu'à ce texte que Freud a repris 52 000 fois, qui s'appelle Les Trois Essais, on voit que toute l'organisation de Freud, avec ses moyens du bord de l'époque, repose sur la question du déplacement de l'énergie et de la manière dont circule l'énergie dans des circuits. Dans des circuits qui servent à quoi? Des circuits qui servent à faire de la liaison, qui servent à faire comme quand on fabrique des canaux pour empêcher les crues, hein, c'est tout à fait l'image qu'utilise Freud, des canaux de dérivation pour que l'énergie soit dispatchée, séparée, et que peu à peu, par des voies détournées, le psychique, qui est pour Freud la partie noble de l'homme, prenne le pouvoir sur le fonctionnement de l'énergie, la circulation de l'énergie, qui est donc l'énergie, c'est ce qui vient du pulsionnel. Hein. Et donc le psychique cherche à transformer, fixer, dériver l'énergie sexuelle de façon à ce qu'il ne pose plus on pourrait dire, de problème du type trauma, justement, au psychisme. Donc c'est des circuits de stockage, lesquels fonctionnent par des liaisons à des représentations. Vous connaissez tout ça, je suppose. Donc la pulsion sexuelle est une poussée qui se déplace, qui cherche à se fixer dans des objets, et l'appareil psychique va essayer de déplacer ces éléments en les liant, en les divisant, en les répartissant. Bon, c'est comme ça qu'opère le symptôme, c'est comme ça qu'opère le rêve, avec deux moyens décrits par Freud qui sont la condensation et le déplacement, de modèles, de dérivation. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'on voit apparaître chez Freud, dans toute cette mécanique, hein, mécanique des fluides, qui est la façon dont il invente, au fond, les circuits inconscients. Il y a tout un tas de termes qui apparaissent, mais il y a un terme qui m'a paru particulièrement frappant, parce que je pense qu'il est visiblement, enfin c'est tout à fait clair, au cœur même de la manière dont Lacan va reprendre la théorie du signifiant de Lévi-Strauss, hein, et c'est là qu'il a été la chercher, c'est le terme de substitution. C'est-à-dire que comment est-ce que ça fonctionne, les différents circuits, et comment est-ce qu'on fait en sorte que l'énergie ne soit pas, tout ça ne déborde pas les circuits. C'est parce c'est un petit extrait des Trois Essais que je vais vous lire. Il s'agirait de substituer à la sensation de stimulation projetée sur la zone érogène une stimulation externe qui suspend la sensation de stimulation en provoquant la sensation de la satisfaction. Alors, comme ça, peut-être, je ne sais pas, ça paraît un peu du charabia, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit parce que ça paraît très technique, très compliqué. En fait, c'est pas très compliqué. Il s'agit d'entendre dans le mot substitution, en fait, que Freud insiste, et moi ça m'a paru vraiment très très net en relisant ces textes récemment, insiste sur le fait que ce que crée l'activité psychique, ce qui va permettre de faire fonctionner l'inconscient, c'est de créer des zones, enfin on peut dire des zones de coupure, des zones de rupture. C'est-à-dire que la substitution, c'est vraiment un mécanisme qui permet à Freud de montrer que pour substituer la sensation de stimulation projetée sur la zone érogène une stimulation externe, l'appareil psychique va utiliser, par une sorte de mimétisme, quelque chose qui ressemble à la sensation d'origine. Et comme ça y ressemble, ça va permettre de créer un autre circuit moins difficile à contrôler, qui suspend la sensation de stimulation en provoquant la sensation de la satisfaction. C'est-à-dire qu'on
Il y a une stimulation. Pour éviter de satisfaire cette stimulation directement, on invente un autre circuit en miroir qui s'y substitue et grâce auquel on va diviser la stimulation. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, mais ça paraît être un peu technique, mais c'est assez important de repérer que c'est la substitution, c'est-à-dire le fait que l'inconscient ou le fonctionnement on pourrait dire, primaire utilise un certain nombre de leurres comme ça, à travers lesquelles il fait circuler l'énergie. Donc, ce mécanisme de substitution est, il me semble-t-il, exactement ce que Lacan, reprenant Lévi-Strauss, met au cœur du fonctionnement de la métonymie. La métonymie, dans le fonctionnement du signifiant, c'est une série de substitutions de signifiants les uns aux autres, comme ça. Donc, on fait passer un signifiant à un autre signifiant, toute une série d'investissements. Donc, c'est par substitution successive, donc par un fonctionnement tout à fait métonymique, que Freud repère comment se constitue l'inconscient. Donc, qu'est-ce qui différencie les différents circuits? C'est que les liaisons sont de plus en plus détaillées, ramifiées, disséminées, et que pour les contrôler, maintenant, l'appareil psychique dispose de ce qu'il appelle l'investissement d'une sorte de... Pour que ça ne se dilue pas, pour que ça se maintienne, il faut maintenir un investissement constant. C'est, je ne vais pas reprendre ça en détail non plus, la fameuse lettre 52, dans laquelle Freud montre qu'il y a des systèmes de traduction qui se succèdent les uns aux autres, et que chaque système de traduction est différent l'un de l'autre, et de plus en plus évolué, de plus en plus proche du moi et du conscient. Donc, on voit bien que ça fonctionne par le mécanisme de la métonymie et aussi, évidemment, par le mécanisme de la métaphore. Comment est-ce que la métaphore peut fonctionner dans ce repérage freudien? C'est parce qu'il y a effectivement deux types de liaisons. Il y a une liaison donc par contiguïté, et une liaison qui consiste à poser ensemble, pour les relier par un autre passage, deux représentations. Ça, c'est le système de la métaphore. Donc tout le système freudien est tout à fait organisé, quand on lit avec les lunettes de Lacan, en fonctionnement du signifiant. Alors, où est-ce qu'on repère là-dedans le narcissisme? Est-ce que le narcissisme est un des étages de traduction? Est-ce que c'est le niveau primaire et qu'à ce moment-là, il y a pour passer à un autre étage qui serait celui de la représentation consciente, quelque chose qui, dans le cas, parce que je garde le fil clinique, je veux dire, est-ce que dans le cas que je vous apporte, on pourrait dire qu'au fond, le phénomène auquel on a affaire, c'est qu'à un moment donné, elle est parvenue à mettre une barrière entre un certain type de fonctionnement primaire, de répartition des stimulations, c'est-à-dire qu'elle a réussi à couper de son conscient complètement ce qui s'était passé dans son corps, qu'elle a réussi à mettre ça dans un coin, et que absolument rien n'a pu venir traverser un refoulement. Alors est-ce que ça serait un refoulement? Est-ce que ça serait un clivage, encore une fois? Et comment est-ce qu'elle a pu reprendre conscience de cet avortement et de ce qui lui est arrivé 8 jours après? Par quel fonctionnement? On peut essayer de repérer ça à travers, donc, encore une fois, la manière dont Lacan prend les choses. C'est-à-dire que si on suit l'idée que ce qui se met en place au moment où l'enfant
au fond, pour boucher le trou, là, le trou que le réel vient produire dans l'autre, le premier rôle, comme ça. S'il n'y a qu'avec le langage, et donc avec le principe de la métaphore du père que l'enfant peut boucher ça, alors il faut considérer qu'on passe d'un circuit métonymique, donc un circuit métaphorique. Bon. Comment est-ce que ça fonctionne dans le cas de cette patiente? Est-ce qu'elle passe, à quel moment est-ce qu'elle passe d'un circuit métonymique à un circuit métaphorique? À quel moment est-ce que le système dans lequel elle est, qu'il n'y a rien qui a changé dans son corps, va lui permettre d'entendre qu'il y a quelque chose à changer et de l'accepter? Il n'y a qu'une seule chose qui nous permette de penser dans cette histoire, c'est que la parole du médecin qu'elle voit 8 jours après devient audible. Enfin, il y a quelque chose qu'elle entend. C'est-à-dire qu'elle peut accepter quelque chose si c'est porté. Il faut supposer qu'au fond, il y a quelque chose qui a pu être entendu par elle dans la deuxième rencontre. C'est-à-dire qu'elle peut reprendre avec Ferenczi, peut-être qu'à ce moment-là, elle accepte d'entendre qu'elle-même a été sa propre mère, au fond, parce que ce qu'il faut savoir avec cette histoire qui, dans les ramifications, n'ont pas terminé de se déployer, là, c'est que si elle s'identifie à l'objet du désir de sa mère à ce moment-là, qu'est-ce que c'est le désir de sa mère? Pour venir boucher ce trou-là, qu'est-ce que c'est le désir de sa mère? Ben, le désir de sa mère, c'est de plus en plus clair dans ce qu'elle raconte, c'est un désir de meurtre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle est en train de découvrir, un peu parce qu'elle n'avait pas voulu l'entendre jusque-là, c'est quand sa mère lui a dit, très jeune, écoute, il faut que je te dise, je suis très malade depuis que tu es né. Parce que franchement, je pense que ma santé n'aurait pas dû me permettre d'avoir un enfant. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais mourir bientôt. Et parce que je suis vraiment très malade. Et donc, il faut que tu saches que tu vas te débrouiller toute seule dans la vie, parce que tu vas bientôt être orpheline de mère. Et sa mère est morte à 89 ans. Imaginez, ce discours-là, pendant 89 ans, c'est meurtrier. Hein. Ça fait mal. Enfin, pas 89 ans, mais mettons au moins pendant 60 ans. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut penser là, c'est que ce qui a permis à cette femme de trouver en elle quelque chose qui lui permet d'échapper au délire, parce qu'au fond, d'une certaine manière, elle hallucine son corps pendant 10 jours, il pourrait se mettre à délirer avec un truc pareil. Elle ne délire pas parce qu'elle peut se réfugier dans une identification finalement au désir meurtrier de sa mère. C'est-à-dire qu'elle tue cet enfant sans le savoir, forcément elle le pense, en avortant, elle le tue, mais ça peut se refouler immédiatement parce que c'est exactement là où se situe l'identification du désir de sa mère. C'est-à-dire ce que sa mère a toujours voulu, parce qu'évidemment elle ne peut pas entendre, c'était que sa fille disparaisse. Elle a effectivement toujours voulu se débarrasser de sa fille. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui résiste chez cette femme, tout à fait étonnant, tout à fait frappant, et qui, il me semble, nous parle du narcissisme dans sa version à la fois mortifère, mais dans sa version à la fois salvatrice, c'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose qui lui a permis de sortir de ce trou en hallucinant mais sans délirer, en ayant peut-être un petit épisode psychotique mais dont elle s'est guérie. Et grâce sans doute à la parole du médecin, et aussi peut-être par ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire qu'elle a un fils, heureusement pas une fille, et qui a eu une histoire assez étrange aussi. Enfin, ça, je ne vais pas vous raconter tout ça ce soir. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je trouve que enfin, je pense que c'est sensible dans ce que j'ai essayé de montrer, c'est que je m'appuie sur les rêves parce qu'il me semble qu'il y a effectivement en elle vraiment une partie qu'elle n'habite pas, quoi. On a l'impression que il y a vraiment quelque chose comme ça qui est inhabitable, et pourtant elle vit avec, et pourtant ça ne l'empêche pas d'avoir un fils qui est pas psychotique, ça ne l'empêche pas d'avoir construit sa vie. Et depuis ce moment-là, les rêves sont des rêves qu'elle a fait il y a quelque temps, quoi. Donc c'est vraiment, ça parle toujours, je pense, de quelque chose de sa représentation du corps. Il y a quelque chose qu'elle n'habite pas là-dedans.
révélé l'avortement. L'avortement lui a été révélé, voilà ce que j'ai entendu. Oui. Comme si cet avortement avait été pratiqué à son insu. Et bon, au fond, elle aurait pu être anesthésiée aussi. Enfin, ça pourrait être une version. Donc, effectivement, tu relevais, Daniel, peut-être rien n'y en a été dit. Bon, si peu, on ne peut pas entendre, d'accord. Mais on peut aussi imaginer une situation où un avortement a été pratiqué sans que rien ne soit dit à son insu. Bon, on imagine, hein. Et c'est peut-être pas sans conséquence non plus. C'est-à-dire Ben, je ne sais pas, il pourrait effectivement y avoir des clivages, des parce que toi, c'est toi qui nous l'as présenté, hein, à partir de la relation que ta patiente va faire, bon, ce qui s'était passé, et bon, tu as embrayé très vite sur, bon, elle a complètement plus que refoulé, enfin, ça a été on n'a pas utilisé le terme de perfusion, comme tu n'as pas utilisé d'ailleurs le terme de Israelischkeit, auquel je pensais très fort. Oui, mais bon, j'y pensais aussi. Bon. Oui, j'arrive pas à le prononcer. Sans recours. Sans recours. Sans recours. Oui. Je sais plus à quoi c'est parti. Ça fait plus une carrière, ça fait une carrière de sous la haine de meurtre et ne pas arriver à y poser une limite suffisante. Cette petite fille de 10 ans, toute sa vie, par sa mère, par les mouvements 68 arts, l'idéologie, et certains aspects de ça, et qui voilà, arrive à la naissance, à la seconde naissance, une réactualisation de la question, mais enfin, toute une vie comme ça qui allait, enfin, je ne sais pas sa vie, mais apparemment, une vie sous la meurtrissure, en tout cas. C'est ça. C'est la naissance d'une petite fille qui est sa petite fille. C'est pas par hasard, évidemment, que ça vient maintenant. C'est à ce moment-là qu'elle fait le rêve. C'est à ce moment-là qu'elle fait le rêve. Et qu'elle vient aussi. La petite fille, aujourd'hui, doit avoir 1 an et demi. Il a fallu qu'elle donne naissance à une fille. Sa fille, son fils par là. Et oui, elle n'a jamais eu de fille. Je me demande ce que ça aurait donné. Son fils. Mais vous avez à plusieurs reprises prononcé le terme de blanc, ce blanc dans le corps. Alors moi j'aimerais savoir quel est le statut que vous donnez à ce blanc dans le corps. On pense à de la perfusion. Oui. Si on ajoute crédit à ce que vous avez entendu, enfin, bien sûr, à l'histoire telle que vous l'avez entendue, le blanc dont vous parlez, qu'est-ce que c'est? C'est un point de perfusion? C'est plutôt la Verwerfung freudienne, c'est-à-dire quelque chose qui est rejeté en dehors des représentations, quelque chose qu'on ne peut pas lier justement. Quand j'ai repris tout le circuit, la mécanique freudienne comme ça, on voit bien que c'est extrêmement articulé, c'est extrêmement organisé, enfin, c'est vraiment très proche du fonctionnement du signifiant, tout ça, mais il y a des trous, il y a des choses qui ne s'accordent pas. Alors, la conclusion, c'est vraiment ce qui ne rentre pas dans le circuit. Et là, je crois vraiment que c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle est tombée dans un trou, quoi. Il y a quelque chose pendant 10 jours où elle n'était pas, il n'y avait aucune représentation possible de ce qui lui était arrivé. Est-ce qu'elle en parle de ça?
De quoi? Est-ce qu'elle en parle du fait de cette absence Du blanc pendant les jours. Elle en est encore stupéfaite, elle en est encore stupéfaite. Elle dit, je ne comprends pas ce qui a pu se produire, je ne suis toujours pas revenu de me rendre compte, d'apprendre que à mon insu, j'avais avorté. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de sujet à ce moment-là. Le sujet était absent. Absent. C'est ça le plan. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Effacé, on pourrait dire. C'est pas passé par un circuit. Alors c'est là la question que le narcissisme nous pose. C'est au fond, il y a quelque chose du narcissisme qui la sauve là-dedans, parce qu'au fond, elle parvient à pas devenir folle. Il y a quelque chose qui se maintient. Et en même temps, elle est dans un blanc, ou elle est ailleurs. Moi, je pense qu'elle hallucine de toute manière. Je pense qu'elle hallucine son corps quand elle va voir le médecin 8 jours après, qu'elle lui dit j'ai bien réfléchi, finalement je ne vais pas me faire avorter. Le corps dont elle parle, c'est quoi ce corps? C'est un corps qu'elle hallucine, je pense. Un corps d'ailleurs, elle a un rapport très particulier à son corps, comme dans le rêve encore. C'est quelqu'un qui tombe, qui se casse, qui est toujours égratigné, pas du tout coquette. C'est pas quelqu'un qui aime son corps. Comment Hein? Il y a eu une destruction d'un corps qu'elle a imaginé après. Elle est mise devant l'évidence et se rendre compte qu'elle avait construit un corps qui était peut-être pas fini, mais il est imaginé. Une femme, c'est qu'elle est enceinte, elle achète son bébé dans sa tête. Et même si on avorte à 3 semaines, c'est peut-être moins douloureux qu'à 8 mois, mais ça reste quand même perdre un enfant. Donc, elle a vécu ça comme une culpabilité, certainement. Depuis cette incompréhension, quel âge avait-elle? 20 ans. 20 ans, oui. 20 ans. Elle était à l'université. C'est le médecin qui a pris la décision. Ses copines aussi qui Voilà. ont intimé l'ordre. Voilà, c'est ça. Est-ce que le groupe du MLF, là, les copines, n'a pas pris le relais de la mère pour elle? Il y a une solution toute trouvée, tu vas te faire avorter. Au fond, sa mère aurait pu venir, à travers ce qu'il a suggéré, sa mère aurait pu tenir un discours. Oui, sans doute, sa mère aurait pu dire un peu pareil. Mais Et que, bon, peut-être qu'il est victime. alors, ce qui est frappant, en tout cas, c'est qu'elle prend ça comme un ordre. C'est-à-dire qu'on lui dit, tu fais ça, elle y va. Elle le fait. Et qu'est-ce qui a déterminé chez elle, qu'est-ce qu'elle en dit, qu'est-ce qu'elle peut en dire, le fait qu'elle revienne une semaine plus tard pour dire finalement, je ne souhaite plus avorter. Quel était ce désir qu'elle voulait de se plus vers lui, cet enfant, et est-ce qu'elle a parlé, est-ce qu'elle peut en parler au moment où elle a eu son enfant, qu'elle a pu devenir la fille de l'époux, est-ce que ça a réactivé quelque chose de cette période de... Ce qu'elle dit, c'est que ça a été tellement violent quand elle a compris ce qu'elle avait fait que, en même temps, elle n'a pu s'en sortir qu'à condition de quitter complètement, de rompre tous les liens qu'elle avait avec cet entourage MLF. C'est-à-dire qu'elle a quitté ce milieu-là. Elle a rencontré assez rapidement un homme dans un autre milieu avec qui elle s'est mariée et avec lequel elle a fait un enfant assez vite, comme pour oublier, quoi, comme pour mettre tout ça au passé, comme ça. C'est ce qu'elle dit, quoi. C'est vraiment une période de sa vie qu'elle a vraiment mis tout de suite derrière elle. C'était tellement violent ce pont. Oui. Ce qu'on lui a fait. L'impression d'une vie entière, classifiée en inconscience. Oui. Mais Quand elle arrive un petit peu à réfléchir, jouer de ses Peut-être un contrôle, le bilan plus tard.
s'identifie vraiment, je pense, à la fois à l'agresseur. C'est-à-dire qu'elle joue l'obéissance, elle obéit, on lui dit vas-y, elle y va. Comme sa mère, toute son enfance, sa mère le dit, fais ci, fais ça, elle a toujours fait, elle est toujours conformée au désir de sa mère, comme vous le disiez. Elle se conforme encore au désir meurtrier de ses copines, c'est une répétition. Je me demandais si on pouvait dire qu'il y a quelque chose à voir dans ce déni d'avortement avec le déni de grossesse. Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que le déni de grossesse? Ça peut éclairer peut-être, oui. Elle n'évoque jamais son père. Voilà, c'est ce qu'elle disait, on va parler de son père. Il y a le MLF qui n'est pas moi, et il y a le médecin qui agit, et on se dit, un homme qui tiendrait sa place là. Je suis assez embarrassé pour vous dire ce que je sais sur son père, parce que je sais très peu de choses. Donc, bon, il y en a un, mais et que je sais pas, qu'il n'a pas su du tout s'opposer visiblement à cette haine dévorante de la mère pour cet enfant, quoi. Il était inexistant en quelque sorte. Mais il était là. Enfin, il était là sans être là. Enfin, quand elle en parle, c'est alors là pour le coup. Alors voilà, peut-être je me disais, mais c'est qui le fantôme dans mon histoire? Parce que je me suis rendu compte après avoir marqué fantôme que j'allais parler d'un fantôme. Et moi, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Complètement fantomatique, ce homme-là. Tu vois, il n'a pas de prise du tout sur l'histoire de cette fille. Elle se débrouille comme elle peut, de sortir des pattes de cette mère. Et cet épisode me semble à la fois être un moment sans doute tout à fait crucial où elle rencontre la folie, je pense, où elle peut plonger dans quelque chose comme ça, et où bon, elle rebondit, quoi. Je pense que c'est la parole que lui. En même temps, moi je crois que c'est ça, quoi. C'est le fait qu'elle peut se situer à ce moment-là dans un registre signifiant entre le désir de meurtre incarné par ses copines, sa mère, et puis la parole du médecin, quoi. Elle peut arriver à se situer là-dedans. Je ne sais pas comment elle fait d'ailleurs, mais je sais pas comment mais elle y arrive. Ce qui est intéressant aussi, c'est la place de votre écoute. Oui. Tout ce que vous êtes dans cette histoire. C'est-à-dire, à votre avis? Justement, la place d'un homme, la place de ce qu'on l'entend. Parce qu'a priori, elle n'a jamais été entendue. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'elle a dit qu'elle a fait un assez long travail avec un analyste. J'en ai pas entendu grand-chose jusqu'à maintenant. Par contre, le rêve de transfert où je suis forcément, à travers les associations, le psy, la maison, etc., j'habite une partie de la maison maintenant, quoi. C'est clair, quoi. Elle m'a donné une place extrêmement importante, quoi. Avec le nom. Hein? Avec le nom très proche. Avec le nom, oui, le nom très proche. Oui, en même temps, dans ses rêves, elle livre quand même une partie de ce que vous pouvez interpréter là comme blanc. Puisque une partie, si je l'ai compris, dans les deux rêves, il y a une partie de la maison qui est inhabitée. Absolument. Et quand on sait à quel point les patients livrent leur petite-fille, on peut dire, dans ces rêves d'habitation, découverte, quand le travail analytique fonctionne, ils découvrent des pièces qu'ils ne connaissaient pas, ou des parties de la maison qu'ils ne connaissaient pas. Il me semble qu'elle livre là quelque chose de très important qui oblige quand même à penser à ce blanc, à revenir à ce blanc. Et pas d'autres interprétations, parce que le fait qu'elle n'a pas plu, elle a obéi à une injonction quand elle a demandé à être avortée,
mais on peut imaginer qu'elle n'a pas davantage ressenti l'état de grossesse qu'elle n'a senti le moment où elle a été avortée. On peut imaginer qu'elle n'a pas senti cet état de grossesse, elle a obéi à une injonction. On lui dit d'aller avorter, elle a demandé d'aller avorter, mais c'était dans la même absence de sujet, me semble-t-il, qu'elle a vécu cet état de grossesse naissant. Vous voulez dire qu'elle n'a pas eu le temps de réaliser qu'elle était enceinte De la ressentir. De ressentir. De ce début. Non, mais quand même, il y a des choses qui se passent. Quelqu'un a dit là. Puisqu'elle en a parlé à ses copines. Oui, mais c'est autre chose entre savoir qu'on n'a pas ses règles, et puis ressentir quelque chose de ce que son corps se transforme. Il se transforme très vite. C'est pas tout de suite. Il se transforme quand même très. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur du corps à laquelle une femme est sensible, si bien que les femmes savent qu'elles sont enceintes avant d'avoir fait tout test, etc. Ouais. C'est ça que je veux dire. Est-ce que cet état de grossesse, il n'a pas été aussi blanc que le reste? Peut-être. C'est une idée que je n'avais pas encore envisagée. Peut-être une idée. Je comprends ce que vous voulez dire. Elle a obéi à une injonction. Dans sa tête, il y avait quelque chose, mais pas dans son corps, justement. Rien ne se passait. Est-ce qu'elle dit quelque chose de cette relation avec cet homme dont elle est enceinte? Non, elle dit que c'était quelqu'un de pas du tout important, que c'était une époque où on faisait des expériences, qu'il fallait pas chercher fallait faire attention, qu'elle n'avait pas, Non, c'est pas du tout. Alors là, elle n'en dit rien du tout. Pas quelqu'un qui a été attaché, quoi, si vous voulez savoir. Ça donne l'impression d'une vie d'errance, de dérive, de dépression, Ça donne l'impression. Mais en fait, à partir du moment où elle a rencontré cet homme, elle a une vie assez organisée. Ils ont eu un enfant, ils sont installés, ils ont travaillé tous les deux. Elle est toujours mariée avec lui, ils sont à la retraite, ils ont des maisons de campagne, ils sont organisés. Ils ont plusieurs maisons même. Mais c'est pas du tout de l'errance ni de la déprime. Elle a dû avoir des grandes phases de dépression, je pense, tu as raison, mais pas d'errance, ni de choses comme ça, ni de. Non. Quand la même chose de parler d'errance, c'est quand tu as parlé des règles de ta famille R. Ouais. Je n'ai pas du tout pensé R, la lettre R, j'ai pensé le pauvre R. Le pauvre R qui erre. Voilà, le pauvre R qui erre. Et ça faisait écho avec le membre fantôme aussi. Qu'est-ce qui est en errance? Est-ce qu'il n'a pas réussi à se fixer? Chose qui flotte. Il n'a pas encore été pris dans la trame signifiante. Oui, peut-être, effectivement. Ça, c'est vraiment un effet de ma présentation, parce que évidemment, elle n'a pas dit R, parce qu'elle a dit un nom précis qui est quasiment le mien, mais oui. Ouais. Si le médecin n'avait pas pris la décision de l'avorter, elle aurait vécu comment? Elle aurait peut-être pas été très désorganisée. Répondez à la question. C'est pour ça qu'il a peut-être pris vu l'état où elle était, elle a peut-être pris la décision de. Pas savoir. Une femme rentre pour une appendicite et puis il dit ah bah tiens je vous ai fait la totale.
disposition du corps. On disait, en 68, c'était je dispose de mon corps. Oui, Ouais. C'était l'époque. Hein. Il me semble que la condensation opère, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, au nom d'un principe et pas comme. Enfin, j'essaie de préciser les choses, mais c'est peut-être pas très clair. La métonymie, c'est vraiment la maîtrise du flux, quoi. C'est-à-dire, on trouve un truc qui contribue à l'autre, tu vois, pour faire circuler le machin, on met un petit rail après un autre, comme ça circule comme ça, c'est de signifiant en signifiant. La condensation, dans le rêve, on voit bien que c'est pas le même c'est même pas le même type de circulation, c'est qu'on essaie d'agencer ensemble plusieurs représentations. Et donc ça veut dire qu'il y a un principe d'association qui est beaucoup plus complexe que dans la métonymie. Et donc c'est le principe lui-même, je pense, qui permet peut-être de penser que la métaphore pour Lacan, elle est du côté d'une substitution qui est référée à l'ordre symbolique, alors que la métonymie n'est pas référée au fonctionnement donc dit pas simplement la substitution signifiante, mais du fait qu'il y a un référent autre dans la métaphore. Il y a le référent à cette espèce au nom du Père, mais enfin au fond c'est au grand S, enfin c'est quelque chose comme ça, c'est qu'il y a du symbolique qui fonctionne, et c'est au nom de ce symbolique que ça fonctionne. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Alors que la métonymie, ça ne fonctionne pas au nom du symbolique, ça fonctionne tout seul. Peut-être que c'est fou, hein, ce que je raconte. Sans devenir folle, on ne sait pas bien comment en même temps, elle a quand même une certaine chance et une capacité de rebondissement, parce que il me semble que lorsqu'on a été l'objet d'une telle haine de la part de sa mère, c'est très difficile de devenir mère soi-même. Je pense aux travaux de Monique Baldowski, enfin c'est tellement difficile de devenir mère quand on a été soi-même l'objet de la haine de sa mère. Je pense que la maternité est presque quelque chose d'impensable et d'interdit, pas d'interdit, mais en tout cas d'impensable et d'extrêmement dangereux. Par conséquent, elle a quand même eu cette possibilité oui. de pouvoir porter un enfant. Quelque chose comme une injonction qui vient de la tombe, qui est occupe-toi de moi, toujours, quoi. La mère lui a toujours dit occupe-toi de moi, et même quand elle est morte, il faut s'occuper de sa tombe. Enfin, c'est là. Hein? Oui, ça fait une dizaine d'années, je crois. Une dizaine d'années? Ça fait une dizaine d'années qu'elle pense à la tombe de sa mère. Ouais. Ah oui, elle y pense, oui. Là, je pense qu'elle y pense moins, quand même, maintenant. Maintenant, sans doute. Voilà. Pendant 10 ans, une dizaine d'années. Elle laisse tomber un peu, là. La fille de son époque, Ouais. mais la mère aussi, parce que c'était beaucoup comme ça. Non? Moi, je me demandais. Elles étaient comme ça, les mères de cette époque-là. Comment elles sont? Pas toutes, à fin. Pas toutes, Martine. Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont plus Elles retraitées. étaient comme ça. Je me demandais. Non, leur statut a changé aussi. Et c'était quand même une époque abominable d'être une bonne femme à cette époque-là. C'est brûlé, c'était coercitif, c'était pas drôle. Donc cette haine mortifère était portée sur la fille, qui était née là, on le voit dans les romans, pour s'occuper de la mère. Bon, je me demandais aussi, si on pouvait. Enfin, moi, je pensais les choses, d'un seul coup, je les voyais dans un autre sens, une autre lecture. C'est-à-dire que cette jeune femme, d'un seul coup, je la vois, elle a 20 ans, et ses copines du MLF sont peut-être pas si surlouées que ça. Sois objective, Martine. Très. Non, parce que je me dis, au fond, son désir, parce que ce que tu as dit qu'elle pouvait être comme ça dans l'objet du désir de sa mère, c'est d'être objective. Finalement, sa mère voulait sa mort, voulait se débarrasser de cet enfant. D'un seul coup, elle se serait mise à cette place et son désir aurait été tué même son enfant. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, elle aurait demandé à ce médecin d'avorter, en toute conscience, en s'appuyant sur la bonne conscience
conscience de ses copines de élèves, et qu'ensuite, une espèce de, comment dire, de reconstruction à l'envers, et de dire, c'est pas moi, on l'a fait à mon insu, et, une espèce de jeu comme ça, parce que je pense qu'aussi par rapport à la mère, de ne pas aller sur la tombe, c'est aussi comme une sorte de culpabilité, c'est-à-dire ne pas aller voir, bon d'accord, fantôme et tout ça, et c'est comme des racinations, je ne sais pas comment dire, de reconstruction qui serait peut-être autre chose. C'est une autre lecture, hein, c'est complètement différent c'est pas prendre à la lettre qu'au fond elle aurait été, il y aurait eu cette période qu'elle aurait vécue à son insu, sa semaine d'absence, où il y aurait eu quelque chose d'agi par d'autres, où elle serait donc impassive, et peut-être qu'elle aurait été active, son désir aurait été, et qu'ensuite, parce qu'au fond aussi après elle est de nouveau enceinte et qu'elle vit une vie normale, peut-être qu'elle a su se débarrasser à ce moment-là, donc tu vois, je sais pas. C'est tout à fait une autre lecture. Ça serait du refoulement, ce moment-là. Ça serait quelque chose de refoulé. Parce que c'est quand même très grave, une semaine où tu ne sais pas ce qu'on t'a fait, et c'est quand même avoir un enfant et avorter d'un enfant, c'est pas rien. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de méthode, comme tu disais. On s'étonne qu'elle ne soit pas tombée dans... Et moi, l'interprétation que je proposais était un peu dans le même sens que ce que tu proposes, c'est-à-dire que je pense qu'elle a peut-être pu s'en sortir parce qu'elle a trouvé en elle effectivement à s'identifier à sa mère, c'est-à-dire au désir de meurtre de sa mère à son égard, et que en passant ça immédiatement derrière un refoulement ou un clivage très très brutal, elle a pu se retrouver comme ça une semaine après. Toujours enceinte. Elle pensait qu'elle était toujours enceinte. Confirmée qu'elle avait bien été avortée. Voilà comment je pense les choses. Elle était venue se faire confirmer. Non, voilà, c'est pas ça qu'elle dit du tout. Hein. Non, bien sûr, c'est pas ça qu'elle dit. Mais moi, presque je vois les choses comme ça. Pourquoi elle est revenue la semaine après? Elle avait rendez-vous, elle n'avait pas rendez-vous, donc elle est revenue. Elle est revenue dans son idée pour annuler l'opération. Bon. Merci à vous de votre